La lecture philosophique par Mathieu Guglielmino. Un podcast pour faire vivre le savoir des philosophes dans ce qu'il y a de plus vivant, la parole. Cette semaine, une lecture de Gaston Bachelard, La formation de l'esprit scientifique, publié en 1938. Chapitre 2. Le premier obstacle, l'expérience première. Dans la formation d'un esprit scientifique, le premier obstacle, c'est l'expérience première. C'est l'expérience placée avant et au-dessus de la critique, qui, elle, est nécessairement un élément intégrant de l'esprit scientifique. Puisque la critique n'a pas opéré explicitement, l'expérience première ne peut en aucun cas être un appui sûr. Nous donnerons de nombreuses preuves de la fragilité des connaissances premières, mais nous tenons tout de suite à nous opposer nettement à cette philosophie facile qui s'appuie sur un sensualisme plus ou moins franc, plus ou moins romancé, et qui prétend recevoir directement ses leçons d'un donné clair, net, sûr, constant, toujours offert à un esprit toujours ouvert. Voici alors la thèse philosophique que nous allons soutenir. L'esprit scientifique doit se former contre la nature, contre ce qui est en nous et hors du nous, l'impulsion et l'instruction de la nature, contre l'entraînement naturel, contre le fait coloré et divers. L'esprit scientifique doit se former en se réformant. Il ne peut s'instruire devant la nature qu'en purifiant les substances naturelles et qu'en ordonnant les phénomènes brouillés. La psychologie elle-même deviendrait scientifique si elle devenait discursive comme la physique, si elle se rendait compte qu'en nous-mêmes, comme hors de nous-mêmes, nous comprenons la nature en lui résistant. À notre point de vue, la seule intuition légitime en psychologie est l'intuition d'une inhibition. Mais ce n'est pas le lieu de développer cette psychologie essentiellement réactionnelle. Nous voulons simplement faire remarquer que la psychologie de l'esprit scientifique que nous exposons ici correspond à un type de psychologie qu'on pourrait généraliser. Il est assez difficile de saisir de prime abord le sens de cette thèse, car l'éducation scientifique élémentaire a de nos jours glissé entre la nature et l'observateur un livre assez correct, assez corrigé. Les livres de physique, patiemment recopiés les uns sur les autres depuis un demi-siècle, fournissent à nos enfants une science bien socialisée, bien immobilisée, et qui, grâce à la permanence très curieuse du programme des concours universitaires, arrive à passer pour naturelle. Mais elle ne l'est point, elle ne l'est plus. Ce n'est plus la science de la rue et des champs, c'est une science, élaborée dans un mauvais laboratoire, mais qui porte quand même l'heureux signe du laboratoire. Parfois, c'est le secteur de la ville qui fournit le courant électrique et qui vient apporter ainsi les phénomènes de cette antiphysis, où Berthelot reconnaissait la marque des temps nouveaux. Les expériences et les livres sont donc maintenant en quelque partie détachés des observations premières. Il n'en allait pas de même durant la période pré-scientifique au XVIIIe siècle. Alors le livre de science pouvait être un bon ou un mauvais livre. Il n'était pas contrôlé par un enseignement officiel. Quand il portait la marque d'un contrôle, c'était souvent celui d'une de ces académies de province recrutées parmi les esprits les plus brouillons et les plus mondains. Alors le livre partait de la nature, il s'intéressait à la vie quotidienne. C'était un livre de vulgarisation pour la connaissance vulgaire, sans l'arrière-plan spirituel qui fait parfois de nos livres de vulgarisation des livres de haute tenue. Auteurs et lecteurs pensaient au même niveau. La culture scientifique était comme écrasée par la masse et la variété des livres secondaires, beaucoup plus que les livres de valeur, beaucoup plus nombreux que les livres de valeur. Il est au contraire très frappant qu'à notre époque, les livres de vulgarisation scientifique soient des livres relativement rares. Ouvrez un livre de l'enseignement scientifique moderne. La science y est présentée en rapport avec une théorie d'ensemble. Le caractère organique y est si évident qu'il serait bien difficile de sauter des chapitres. À peine les premières pages sont-elles franchies qu'on ne laisse plus parler le sens commun. Jamais non plus on écoute les questions du lecteur. Ami lecteur, il serait assez volontiers remplacé par un avertissement sévère.
Fais attention, élève. Le livre pose ses propres questions, le livre commande. Ouvrez un livre scientifique du XVIIIe siècle. Vous vous rendrez compte qu'il est enraciné dans la vie quotidienne. L'auteur converse avec son lecteur comme un conférencier de salon. Il épouse les intérêts et les soucis naturels. Par exemple, s'agit-il de trouver la cause du tonnerre ? On en viendra à parler au lecteur de la crainte du tonnerre. On tentera de lui montrer que cette crainte est vaine. On éprouvera le besoin de lui répéter la vieille remarque. Quand le tonnerre éclate, le danger est passé, puisque l'éclair seul peut tuer. Ainsi, le livre de l'abbé Poncelet porte à la première page de l'avertissement, ouvrez les guillemets, en écrivant sur le tonnerre, mon intention principale a toujours été de modérer, s'il était possible, les impressions incommodes que ce météore a coutume de faire sur une infinité de personnes de tout âge, de tout sexe, de toutes conditions. Combien n'en ai-je pas vu passer les jours dans des agitations violentes et les nuits dans des inquiétudes mortelles ? L'abbé Poncelet consacre tout un chapitre, qui se trouve être le plus long du livre, à des réflexions sur la frayeur que cause le tonnerre. Il distingue 4 types de craintes qu'il analyse dans le détail. Un lecteur quelconque a donc quelques chances de trouver dans le livre les éléments de son diagnostic. Ce diagnostic était utile car l'hostilité de la nature paraissait alors en quelque manière plus directe. Nos causes d'anxiété dominantes sont actuellement des causes humaines. C'est de l'homme aujourd'hui que l'homme peut recevoir ses plus grandes souffrances. Les phénomènes naturels sont désarmés parce qu'ils sont expliqués. Pour faire saisir la différence des esprits à un siècle et demi d'intervalle, demandons-nous si la page suivante prise dans le Werther de Goethe correspond encore à une réalité psychologique. Avant la fin de la danse, les éclairs que nous voyons depuis longtemps briller à l'horizon, mais que j'avais jusque-là fait passer pour des éclairs de chaleur, augmentèrent considérablement, et le bruit du tonnerre couvrit la musique. 3 dames sortirent précipitamment des rangs, leurs cavaliers les suivirent, le désordre devint général et les musiciens se turent. C'est à ces causes que j'attribue les grimaces étranges auxquelles je vis se livrer plusieurs de ces dames. La plus raisonnable s'assit dans un coin, tournant le dos à la fenêtre et se bouchant les oreilles. Une autre, agenouillée devant la première, se cachait la tête sur les genoux de celle-ci. Une troisième s'était glissée entre ses 2 sœurs, qu'elle embrassait en versant des torrents de larmes. Quelques-unes voulaient retourner chez elles. D'autres encore plus égarées n'avaient même pas assez de présence d'esprit pour se défendre contre la témérité de quelques jeunes audacieux, qui semblaient fort affairés à recueillir sur les lèvres de ces belles affligées les prières que dans leur frayeur elles adressaient au ciel. Je crois qu'il semblerait impossible d'inclure un tel récit dans un roman contemporain. Tant de puérilité accumulée paraîtrait irréelle. De nos jours, la peur du tonnerre est dominée. Elle n'agit guère que dans la solitude. Elle ne peut troubler une société car, socialement, la doctrine du tonnerre est entièrement rationalisée. Les Vésanies individuelles ne sont plus que des singularités qui se cachent. On rirait de l'hôtesse de Goethe qui ferme les volets et tire les rideaux pour protéger un bal. Le rang social des lecteurs entraîne parfois un ton particulier aux livres pré-scientifiques. L'astronomie pour les gens du monde doit incorporer les plaisanteries des grands. Un érudit d'une très grande patience, Claude Cormier, commence en ces termes son ouvrage sur les comètes, ouvrage souvent cité au cours du siècle. Puisqu'à la cour on a agité avec chaleur si comète était mâle ou femelle, et qu'un des maréchaux de France, pour terminer le différend des doctes, a prononcé qu'il était besoin de lever la queue à cette étoile pour reconnaître s'il faut la traiter de la ou de le, un savant moderne ne citerait sans doute pas l'opinion d'un maréchal de France. Il ne continuerait pas, sans fin, des plaisanteries sur la queue ou la barbe des comètes. Comme la queue, suivant le proverbe, est toujours le plus difficile de la bête à écorcher, celle des comètes a toujours donné autant de peine à expliquer que le nœud gordien à défaire. Au XVIIIe siècle, les dédicaces des livres scientifiques sont, s'il est possible, d'une flatterie plus pesante que celle des livres littéraires. En tout cas, elles choquent davantage un esprit scientifique moderne indifférent aux autorités politiques. Donnons un exemple de ces dédicaces inconcevables. Le sieur de la chambre dédie à Richelieu, son livre sur la digestion,
Quoi qu'il en soit, monseigneur, c'est une chose bien certaine que je vous dois les connaissances que j'ai eues en cette matière sur l'estomac. Et en voici tout de suite la preuve. Si je n'eusse vu ce que vous avez fait de la France, je ne me fusse jamais imaginé qu'il y eût eu dans nos corps un esprit qui pût amollir les choses dures, adoucir les amères et unir les dissemblables, qui pût enfin faire couler la vigueur et la force en toutes les parties, et leur dispenser si justement tout ce qui leur est nécessaire. Ainsi l'estomac est une sorte de Richelieu, le premier ministre du corps humain. Souvent il y a échange de vues entre l'auteur et ses lecteurs, entre les curieux et les savants. Par exemple, on a publié en 1787 toute une correspondance sous le titre suivant « Expérience faite sur les propriétés des lézards, tant en chair qu'en liqueur, dans le traitement des maladies vénériennes et dartreuses. » Un voyageur retiré à Pontarlier a vu bien des nègres de la Louisiane se guérir du mal vénérien en mangeant des anolis. Il prône cette cure. Le régime de 3 lézards par jour amène des résultats merveilleux qui sont signalés à Vicq d'Azir. Dans plusieurs lettres, Vicq d'Azir remercie son correspondant. La masse d'érudition que devait charrier un livre scientifique au XVIIIe siècle fait obstacle au caractère organique du livre. Un seul exemple suffira pour marquer ce trait bien connu. Le baron de Marivetz et Égoussier, ayant à traiter du feu dans leur célèbre Physique du monde, Paris 1790, se font un devoir et une gloire d'examiner les 46 théories différentes avant d'en proposer une bonne, la leur. La réduction de l'érudition peut, à juste titre, passer pour la marque d'un bon livre scientifique moderne. Elle peut donner une mesure de la différence psychologique des époques savantes. Les auteurs du XVIIe et XVIIIe siècle citent davantage Pline que nous-mêmes, nous ne citons ces auteurs. La distance est moins grande de Pline à Bacon que de Bacon aux savants contemporains. L'esprit scientifique suit une progression géométrique et non pas une progression arithmétique. La science moderne, dans son enseignement régulier, s'écarte de toute référence à l'érudition. Et même elle ne fait place que de mauvais gré à l'histoire des idées scientifiques. Des organismes sociaux comme les bibliothèques universitaires, qui accueillent sans grande critique des ouvrages littéraires ou historiques de maigre valeur, écartent les livres scientifiques du type hermétique ou platement utilitaire. J'ai cherché vêtement des livres de cuisine à la bibliothèque de Dijon. Au contraire, les arts du distillateur, du parfumeur, du cuisinier donnaient lieu au XVIIIe siècle à des ouvrages nombreux, soigneusement conservés dans les bibliothèques publiques. La cité savante contemporaine est si homogène et si bien gardée que les œuvres d'aliénés ou d'esprits dérangés trouvent difficilement un éditeur. Il n'en allait pas de même il y a 150 ans. J'ai sous les yeux un livre intitulé « Le microscope moderne » pour débrouiller la nature par le filtre d'un nouvel alambic chimique. L'auteur en est Charles Rabicot, avocat en parlement, ingénieur opticien du roi. Le livre a été publié à Paris en 1781. On y voit l'univers entouré des flammes infernales qui produisent les distillations. Le soleil est au centre, il a seulement 5 lieues de diamètre. La lune n'est point un corps, mais un simple reflet du feu solaire dans la voûte aérienne. L'opticien du roi a ainsi généralisé l'expérience réalisée par un miroir concave. Les étoiles ne sont que le brisement glapissant de nos rayons visuels sur différentes bulles aériennes. On reconnaît là une accentuation symptomatique de la puissance du regard. C'est le type d'une expérience subjective prédominante qu'il faudrait rectifier pour atteindre au concept de l'étoile objective, de l'étoile indifférente au regard qui la contemple. Plusieurs fois, j'ai pu observer à l'asile des malades qui défiaient du regard le soleil comme le fait Rabicot. Leur Vézanie trouverait difficilement un éditeur. Elle ne trouverait pas un abbé de la chapelle qui, après avoir lu par ordre du chancelier une élucubration comme celle-là, la jugerait en ces termes, en lui donnant l'estampille officielle. On avait toujours pensé que les objets venaient en quelque sorte trouver les yeux. Monsieur Rabicot renverse la perspective, c'est la faculté de voir qui va trouver l'objet. L'ouvrage de Monsieur Rabicot annonce une métaphysique corrigée, des préjugés vaincus et des mœurs plus épurées, qui mettent le comble à son travail.
Ces remarques générales sur les livres de première instruction suffisent peut-être pour indiquer la différence du premier contact avec la pensée scientifique dans les deux périodes que nous voulons caractériser. Si l'on nous accusait d'utiliser bien des mauvais auteurs et d'oublier les bons, nous répondrions que les bons auteurs ne sont pas nécessairement ceux qui ont du succès, puisqu'il nous faut étudier comment l'esprit scientifique prend naissance sous la forme libre et quasi anarchique, en tout cas non scolarisée, comme ce fut le cas au XVIIIe siècle, nous sommes bien obligés de considérer toute la fausse science qui écrase la vraie. Toute la fausse science contre laquelle précisément le véritable esprit scientifique doit se constituer. En résumé, la pensée préscientifique est dans le siècle. Elle n'est pas régulière, comme la pensée scientifique instruite dans les laboratoires officiels et codifiée dans les livres scolaires. Nous allons voir s'imposer la même conclusion d'un point de vue légèrement différent. Monsieur Mornay a en effet bien montré, dans un livre alerte, le caractère mondain de la science du XVIIIe siècle. Si nous revenons sur la question, c'est simplement pour ajouter quelques nuances relatives à l'intérêt, en quelque manière puérile, que soulèvent alors les sciences expérimentales, pour proposer une interprétation particulière de cet intérêt. Notre thèse à cet égard est la suivante. En donnant une satisfaction immédiate à la curiosité, en multipliant les occasions de la curiosité, loin de favoriser la culture scientifique, on l'entrave. On remplace la connaissance par l'admiration, les idées par les images. En essayant de revivre la psychologie des observateurs amusés, nous allons voir s'installer une ère de facilité qui enlèvera à la pensée scientifique le sens du problème, donc le nerf du progrès. Nous prendrons de nombreux exemples dans la science électrique, et nous verrons combien furent tardives et exceptionnelles les tentatives de géométrisation dans les doctrines de l'électricité statique, puisqu'il faut attendre la science ennuyeuse de Coulomb pour trouver les premières lois scientifiques de l'électricité. En d'autres termes, en lisant les nombreux livres consacrés à la science électrique au XVIIIe siècle, le lecteur moderne se rendra compte, selon nous, de la difficulté qu'on a eue à abandonner le pittoresque de l'observation première, à décolorer le phénomène électrique, à débarrasser l'expérience de ses traits parasites, de ses aspects irréguliers. Il apparaîtra alors nettement que la première emprise empirique ne donne même pas le juste dessin des phénomènes, même pas une description bien ordonnée, bien hiérarchique des phénomènes. Le mystère de l'électricité, une fois agréé, il est toujours très vite fait d'agréer un mystère comme tel, l'électricité donnait lieu à une science facile, toute proche de l'histoire naturelle, éloignée des calculs et des théorèmes qui, depuis les Huygens, les Newton, envahissaient peu à peu la mécanique, l'optique, l'astronomie. Priestley écrit encore dans un livre traduit en 1771 « Les expériences électriques sont les plus claires et les plus agréables de toutes celles qu'offre la physique. » Ainsi, ces doctrines primitives, qui touchaient des phénomènes si complexes, se présentaient comme des doctrines faciles, condition indispensable pour qu'elles soient amusantes, pour qu'elles intéressent un public mondain. Ou encore, pour parler en philosophe, ces doctrines se présentaient avec la marque d'un empirisme évident et foncier. Il est si doux à la paresse intellectuelle d'être cantonné dans l'empirisme, d'appeler un fait, et d'interdire la recherche d'une loi. Génial. Actuellement, encore tous les mauvais élèves de la classe de physique comprennent les formules empiriques. Ils croient facilement que toutes les formules, même celles qui découlent d'une théorie fortement organisée, sont des formules empiriques. Ils imaginent qu'une formule n'est qu'un ensemble de nombres en attente qu'il suffit d'appliquer à chaque cas particulier. Au surplus, combien l'empirisme de la première électricité est séduisant. C'est un empirisme non seulement évident, c'est un empirisme coloré. Il n'y a pas à le comprendre, il faut seulement le voir. Pour les phénomènes électriques, le livre du monde est un livre d'images. Il faut le feuilleter sans essayer de préparer sa surprise. Dans ce domaine, il paraît si sûr qu'on n'aurait jamais pu prévoir ce que l'on voit.
Priestley dit justement « Quiconque aurait été conduit, à prédire la commotion électrique, par quelque raisonnement aurait été regardé comme un très grand génie. Mais les découvertes électriques sont tellement dues au hasard que c'est moins l'effet du génie que les forces de la nature, qui excitent l'admiration que nous leur accordons. » Sans doute c'est une idée fixe chez Priestley que de rapporter toutes les découvertes scientifiques au hasard, même lorsqu'il s'agit de ces découvertes personnelles patiemment poursuivies avec une science de l'expérimentation chimique très remarquable. Priestley se donne l'élégance d'effacer les liaisons théoriques qui l'ont conduit à monter des expériences fécondes. Il a une telle volonté de philosophie empirique que la pensée n'est plus guère qu'une sorte de cause occasionnelle de l'expérience. À entendre Priestley, le hasard a tout fait. Pour lui, chance prime raison. Soyons donc tout au spectacle. Soyons donc tout au spectacle. Ne nous occupons pas du physicien qui n'est qu'un metteur en scène. Il n'en va plus de même de nos jours où l'astuce de l'expérimentateur, le trait de génie du théoricien soulève l'admiration. Et pour bien montrer que l'origine du phénomène provoqué est humaine, c'est le nom de l'expérimentateur qui est attaché, sans doute pour l'éternité, à l'effet qu'il a construit. C'est le cas pour l'effet Zeeman, l'effet Stark, l'effet Raman, l'effet Compton, ou encore pour l'effet cabane d'or, qui pourrait servir d'exemple d'un effet en quelque manière social, produit par la collaboration des esprits. La pensée pré-scientifique ne s'acharne pas à l'étude d'un phénomène bien circonscrit. Elle cherche non pas la variation, mais la variété. Et c'est là un trait particulièrement caractéristique. La recherche de la variété entraîne l'esprit d'un objet à un autre sans méthode. L'esprit ne vise alors que l'extension des concepts. La recherche de la variation s'attache à un phénomène particulier. Elle essaie d'en objectiver toutes les variables. D'éprouver la sensibilité des variables. Elle enrichit la compréhension du concept et prépare la mathématisation de l'expérience. Mais voyons l'esprit pré-scientifique en quête de variété. Il suffit de parcourir les premiers livres sur l'électricité pour être frappé du caractère hétéroclite des objets où l'on recherche les propriétés électriques. Non pas qu'on fasse de l'électricité une propriété générale. D'une manière paradoxale, on la tient à la fois pour une propriété exceptionnelle, mais attachée aux substances les plus diverses. Au premier rang, naturellement, les pierres précieuses. Puis le soufre, les résidus de calcination et de distillation, les bélémites, les fumées, la flamme. On cherche à mettre en liaison la propriété électrique et les propriétés de premier aspect. Ayant fait le catalogue des substances susceptibles d'être électrisées, Boulanger en tire la conclusion que les substances les plus cassantes et les plus transparentes sont toujours les plus électriques. On donne toujours une grande attention à ce qui est naturel. L'électricité étant un principe naturel, on espéra un instant avoir là un moyen pour distinguer les diamants vrais des diamants faux. L'esprit pré-scientifique veut toujours que le produit naturel soit plus riche que le produit factice. À cette construction scientifique tout entière en juxtaposition, chacun peut apporter sa pierre. L'histoire est là pour nous montrer l'engouement pour l'électricité. Tout le monde s'y intéresse, même le roi. Dans une expérience de gala, l'abbé Nollet donna la commotion en présence du roi, à 180 mètres de ses gardes. Dans une expérience de gala, l'abbé Nollet donna la commotion en présence du roi, à 180 de ses gardes, et dans le couvent des Chartreux de Paris. Toute la communauté forma une ligne de 900 toises, au moyen d'un fil de fer entre chaque personne, et toute la compagnie, lorsqu'on déchargea la bouteille,
fit un tressaillement subit dans le même instant, et tous sentirent le coup également. L'expérience, cette fois, reçut son nom du public qui la contemple. Si plusieurs personnes en cercle reçoivent le choc, on appelle l'expérience les conjurés. Quand on en vint à volatiliser des diamants, le fait parut étonnant, même dramatique, pour les personnes de qualité. Mackay fit l'expérience devant 17 personnes. Quand Darcey et Rouvel la reprirent, 150 personnes y assistèrent. La bouteille de Leyde fut l'occasion d'un véritable émerveillement. Dès la même année où elle fut découverte, il y eut nombre de personnes, dans presque tous les pays de l'Europe, qui gagnèrent leur vie à aller de tous côtés pour la montrer. Le vulgaire de tout âge, de tout sexe et de tout rang considérait ce prodige de la nature avec surprise et étonnement. Un empereur pourrait se contenter, pour revenu, des sommes qui ont été données en shillings et en menu monnaie pour voir faire l'expérience de Leyde. Au cours du développement scientifique, on verra sans doute une utilisation foraine de quelques découvertes. Mais cette utilisation est maintenant insignifiante. Les démonstrateurs de rayons X, qu'il y a 30 ans, se présentaient au directeur d'école pour offrir un peu de nouveauté dans l'enseignement, ne faisaient certes pas d'impériale fortune. Ils paraissent avoir complètement disparu de nos jours. Un abîme sépare désormais, du moins dans les sciences physiques, le charlatan et le savant. Au XVIIIe siècle, la science intéresse tout homme cultivé. On croit d'instinct qu'un cabinet d'histoire naturelle et un laboratoire se montent comme une bibliothèque, au gré des occasions. On a confiance, on attend que les hasards de la trouvaille individuelle se coordonnent d'eux-mêmes. La nature n'est-elle pas cohérente et homogène ? Un auteur éponyme, vraisemblablement l'abbé de Mangin, présente son histoire générale et particulière de l'électricité avec ce titre bien symptomatique. Ou ce qu'en ont dit de curieux et d'amusant, d'utile et d'intéressant, de réjouissant et de badin, quelques physiciens de l'Europe. Il souligne l'intérêt tout mondain de son ouvrage. Car si l'on étudie cette théorie, on pourra dire quelque chose de net et de précis sur les différentes contestations qui s'élèvent tous les jours dans le monde et au sujet desquelles les dames même sont les premières à proposer des questions. Tel cavalier à qui jadis un filet de voix et une belle taille eût pu suffire pour se faire un nom dans les cercles, est obligé, à l'heure qu'il est, de savoir au moins un peu son Réaumur, son Newton, son Descartes. Dans son tableau annuel des progrès de la physique, de l'histoire naturelle et des arts, année 1772, Dubois dit à propos de l'électricité: « Chaque physicien répéta les expériences, chacun voulut s'étonner soi-même. Monsieur le marquis de X a, vous le savez, un très joli cabinet de physique, mais l'électricité est sa folie. Et si le paganisme régnait encore, il élèverait sans doute des hôtels électriques. Il connaissait mon goût, et n'ignorait pas que j'étais aussi travaillé d'électromanie. Il m'invita donc à un souper où devaient se trouver, disait-il, les gros bonnets de l'ordre des électrisants et des électrisantes. On voudrait connaître cette électricité pariée qui révélerait sans doute plus de choses sur la psychologie de l'époque que sur sa science. Nous avons des renseignements plus détaillés sur le dîner électrique de Franklin. Priestley le raconte en ces termes. En 1748, Franklin et ses amis tuèrent un dindon par la commotion électrique. Le firent rôtir avec une tourne-broche électrique, devant un feu allumé par la bouteille électrique. Ensuite, ils burent à la santé de tous les électriciens célèbres d'Angleterre, de Hollande, de France et d'Allemagne, dans des verres électrisés, et au bruit d'une décharge d'une batterie électrique. L'abbé de Mangin raconte, comme tant d'autres, ce prestigieux dîner. Il ajoute: « Je pense que si Monsieur Franklin faisait jamais un voyage à Paris, il ne tarderait pas à couronner son magnifique repas par de bons cafés bien et fortement électrisés. » En 1936, un ministre inaugure un village électrifié. Lui aussi, il absorbe un dîner électrique et ne s'en trouve pas plus mal.
La presse relate le fait en bonne page, en pleine colonne, faisant ainsi la preuve que les intérêts puérils sont de tout temps. On sent du reste que cette science dispersée sur toute une société cultivée ne constitue pas vraiment une cité savante. Le laboratoire de Madame la Marquise du Châtelet, à Ciré-sur-Blaise, vanté dans des lettres si nombreuses, n'a absolument rien de commun, ni de près ni de loin, avec le laboratoire moderne, où travaille toute une école sur un programme de recherche précis, tels que les laboratoires de Liebig ou d'Oswald, le laboratoire du froid de Kamerlingh-Onnes ou le laboratoire de la radioactivité de Marie Curie. Le théâtre de Ciré-sur-Blaise est un théâtre. Le laboratoire de Ciré-sur-Blaise n'est pas un laboratoire. Rien ne lui donne cohérence, ni le maître, ni l'expérience. Il n'a d'autre cohésion que le bon gîte et la bonne table voisine. C'est un prétexte à conversation pour la veillée ou le salon. D'une manière plus générale, la science au XVIIIe siècle n'a pas une vie, pas même un métier à la fin du siècle. Condorcet oppose encore à ce propos les occupations du jurisconsulte et celles du mathématicien. Les premières nourrissent leurs hommes et reçoivent ainsi une consécration qui manque aux secondes. D'un autre côté, la ligne scolaire est pour les mathématiques une ligne d'accès bien échelonnée, qui permet au moins de distinguer entre élève et maître, de donner à l'élève l'impression de la tâche ingrate et longue qu'il a à fournir. Il suffit de lire les lettres de Madame du Châtelet pour avoir 1000 occasions de sourire de sa prétention à la culture mathématique. À Maupertuis, elle pose en faisant des grâces, des questions qu'un jeune élève de 4e résout de nos jours sans difficulté. Ces mathématiques minaudées vont tout à l'inverse d'une saine formation scientifique. 3. Un tel public reste frivole dans le moment même où il croit se livrer à des occupations sérieuses. Il faut l'attacher en illustrant le phénomène. Loin d'aller à l'essentiel, on augmente le pittoresque. On plante des fils dans la boule de moelle de sureau pour obtenir une araignée électrique. C'est dans un mouvement épistémologique inverse, en retournant vers l'abstrait, en arrachant les pattes de l'araignée électrique, que Coulomb trouvera les lois fondamentales de l'électrostatique. Cette imagerie de la science naissante amuse les meilleurs esprits. C'est par centaines de pages que Volta décrit à ses correspondants les merveilles de son pistolet électrique. Le nom complexe qu'il lui donne est à lui seul un signe bien clair du besoin de surcharger le phénomène essentiel. Il l'appelle souvent le pistolet électrico-phlogo-pneumatique. Dans ses lettres au marquis François Castelli, il insiste en ces termes sur la nouveauté de son expérience. S'il est curieux de voir charger un pistolet de verre en y versant et renversant des grains de millet, et de le voir tirer sans mèche, sans batterie, sans poudre, et seulement en élevant un petit plateau, il est encore plus, et l'étonnement se mêle alors à l'amusement, de voir une seule étincelle électrique faire d'un seul coup la décharge d'une suite de pistolets qui communiquent les uns aux autres. Pour intéresser, on cherche systématiquement l'étonnement. On amasse les contradictions empiriques. Un type de belle expérience, style XVIIIe siècle, est celle de Gordon, qui mit le feu à des liqueurs spirituelles par le moyen d'un jet d'eau. De même, le docteur Watson, dit Priestley, alluma de l'esprit de vin par le moyen d'une goutte d'eau froide, épaissie par un mucillage fait de graines d'herbe aux puces et même par le moyen de la glace. Par de telles contradictions empiriques du feu allumé par l'eau froide ou de la glace, on croit déceler le caractère mystérieux de la nature. Pas un livre au XVIIIe siècle qui ne se croit obligé de faire trembler la raison devant ce mystérieux abîme de l'inconnaissable, qui ne joue avec le vertige qui nous prend devant les profondeurs de l'inconnu. C'est l'attrait premier qui doit nous fasciner. Avec le naturel et l'utile de l'histoire, dit l'abbé de Mangin,
L'électricité paraît rassembler en elle tous les agréments de la fable, du conte, de la féerie, du roman, du comique ou du tragique. Pour expliquer l'origine de l'intérêt prodigieux que l'électricité a tout de suite rencontré, Priestley écrit « Ici nous voyons le cours de la nature, en apparence, entièrement renversé dans ses lois fondamentales et par des causes qui paraissent les plus légères. Non seulement les plus grands effets sont produits par des causes qui paraissent peu considérables, mais encore par celles avec lesquelles il semble n'avoir aucune liaison. Ici, contre les principes de la gravitation, on voit des corps attirés, repoussés et tenus suspendus par d'autres, que l'on voit n'avoir acquis cette puissance que par un très léger frottement, tandis qu'un autre corps, par le même frottement, produit des effets tout opposés. Ici, l'on voit un morceau de métal froid, ou même l'eau ou la glace, lancer de fortes étincelles de feu au point d'allumer plusieurs substances inflammables. Cette dernière observation prouve bien l'inertie de l'intuition substantialiste que nous étudierons par la suite. Elle la désigne assez clairement, comme un obstacle à la compréhension d'un phénomène nouveau. Quelle stupeur, en effet, de voir la glace qui ne contient pas de feu dans sa substance lancer quand même des étincelles. Retenons donc cet exemple où la surcharge concrète vient masquer la forme correcte, la forme abstraite du phénomène. Une fois parti pour le règne des images contradictoires, la rêverie condense facilement les merveilles. Elle fait converger les possibilités les plus inattendues. Quand on eut utilisé l'amiante incombustible pour faire des mèches de lampes immusables, on espéra trouver des lampes éternelles. Il suffisait pour cela, pensait-on, d'isoler l'huile d'amiante, qui ne se consumerait sans doute pas davantage que la mèche d'amiante. On trouverait de nombreux exemples de convergence aussi rapides et aussi inconsistantes à l'origine de certains projets d'adolescents. Les anticipations scientifiques, si en faveur près d'un public littéraire qui croit y trouver des œuvres de vulgarisation positive, procèdent suivant les mêmes artifices, en juxtaposant des possibilités plus ou moins disparates. Tous ces mondes augmentés ou diminués par simple variation d'échelle s'attachent, comme le dit Régis Messac dans sa jolie étude sur Microméga, à des lieux communs qui pourtant correspondent à des pentes si naturelles de l'esprit humain qu'il sera permis de les ressasser à plaisir, et qu'on pourra toujours les répéter avec succès à un public complaisant, pour le peu que l'on y mette quelque habileté ou que l'on apporte une apparence de nouveauté dans la présentation. Ces anticipations, ces voyages dans la Lune, ces fabrications de géants et de monstres sont pour l'esprit scientifique de véritables régressions infantiles. Elles amusent quelquefois, mais elles n'instruisent jamais. Parfois, on peut voir l'explication tout entière se fonder sur les traits parasites mis en surcharge. Ainsi se préparent de véritables aberrations. Le pittoresque de l'image entraîne l'adhésion à une hypothèse non vérifiée. Par exemple, le mélange de limaille de fer et de fleurs de soufre est recouvert de terre sur laquelle on plante du gazon. Alors vraiment, il saute aux yeux qu'on a affaire à un volcan. Sans cette garniture, sans cette végétation, l'imagination serait, semble-t-il, déroutée. La voilà guidée. Elle n'aura plus qu'à dilater les dimensions et elle comprendra le Vésuve projetant lave et fumée. Un esprit sain devra confesser qu'on ne lui a montré qu'une réaction exothermique. La simple synthèse du sulfure de fer. Tout cela est rien que cela. La physique du globe n'a rien à voir avec ce problème de chimie.
Voici encore un autre exemple où le détail pittoresque vient donner l'occasion d'une explication intempestive. On trouve en note du livre de Cavallo, qui relate des expériences souvent ingénieuses, la remarque suivante. Après avoir étudié l'effet du coup électrique lorsqu'il passe sur une carte ou sur un autre corps, il ajoute: si on charge le carreau de glace, de petits modèles en relief, de maisonnettes ou autres édifices, l'ébranlement que le choc électrique y occasionnera représenta assez naturellement un tremblement de terre. On trouve la même imagerie apportée cette fois comme une preuve de l'efficacité des paratremblements de terre et des paravolcans, à l'article de l'encyclopédie. Tremblement de terre. J'ai imaginé, dit l'abbé Bertholon, et fait exécuter une petite machine qui représente une ville, qu'un tremblement de terre agite, et qui en est préservé dès que le paratremblement de terre ou le préservateur est placé. On voit de reste comment chez Cavallo et chez l'abbé Bertholon le phénomène, trop illustré, d'une simple vibration physique produite par une décharge électrique conduit à des explications aventureuses. On arrive par des images aussi simplistes à d'étranges synthèses. Cara est l'auteur d'une explication générale, qui rattache l'apparition des végétaux et des animaux à la force centrifuge, qui a d'après lui une parenté avec la force électrique. C'est ainsi que les quadrupèdes, primitivement confinés dans une chrysalide, furent soulevés sur leurs pieds par la même force électrique qui les sollicitait depuis longtemps et commencèrent à marcher sur le sol desséché. Cara ne va pas loin pour légitimer cette théorie. L'expérience du petit homme de cartes redressé et balancé dans l'air ambiant par les vibrations de la machine électrique explique assez clairement comment les animaux à pied et à pattes ont été soulevés sur leurs jambes et pourquoi ils continuent les uns de marcher ou de courir et les autres de voler. Ainsi, la force électrique de l'atmosphère, continuée par la rotation de la Terre sur elle-même, est la véritable cause de la faculté que les animaux ont de se tenir sur les pieds. On imagine assez facilement qu'un enfant de 8 ans, à la seule condition d'avoir à sa disposition un vocabulaire pédant, pourrait développer de telles billevesées. C'est plus étonnant chez un auteur qui a retenu parfois l'attention des sociétés savantes et qui est cité par les meilleurs auteurs. En réalité, nous imaginons mal l'importance que le XVIIIe siècle attribuait aux automates. Des figurines en carton qui dansent dans un champ électrique semblaient, par leurs mouvements sans cause mécanique évidente, se rapprocher de la vie. Voltaire va jusqu'à dire que le flûteur de Vaucanson est plus près de l'homme que le polype ne l'est de l'animal. Pour Voltaire lui-même, la représentation extérieure, imagée, pittoresque, prime des ressemblances intimes et cachées. Un auteur important, de Marivette, dont l'œuvre a exercé une grande influence au XVIIIe siècle, développe de grandioses théories en s'appuyant sur des images aussi inconsistantes. Il propose une cosmogonie fondée sur la rotation du Soleil sur lui-même. C'est cette rotation qui détermine le mouvement des planètes. De Marivette considère les mouvements planétaires comme des mouvements en spirale d'autant moins courbes que les planètes s'éloignent davantage du Soleil. Il n'hésite donc pas, à la fin du XVIIIe siècle, à s'opposer à la science newtonienne. Là encore, on ne cherche pas bien loin les preuves qu'on estime suffisantes. Les soleils que font les artificiers offrent une image sensible des processions et des lignes spirales dont nous parlons. Pour produire ces effets, il faut que les fusées, dont les circonférences de ces soleils soient garnies, ne soient pas dirigées vers leur centre. Car dans ce cas, le soleil ne pourrait tourner sur son axe, et les jets de chaque fusée formeraient des rayons rectilignes. Mais lorsque les fusées sont obliques à la circonférence, le mouvement de rotation se joint à celui de l'explosion des fusées, le jet devient une spirale qui est d'autant moins courbe qu'elle plonge plus loin du centre. Quel curieux va-et-vient des images! Le soleil des artificiers a reçu son nom de l'astre solaire.
Et voici, par une étrange récurrence, qu'il fournit une image pour illustrer une théorie du soleil. De tels chassés-croisés entre les images sont fréquents quand on ne psychanalyse pas l'imagination. Une science qui accepte les images est plus que toute autre victime des métaphores. Aussi l'esprit scientifique doit-il sans cesse lutter contre les images, contre les analogies, contre les métaphores. 4. Dès qu'une expérience se présente avec un appareil bizarre, en particulier si elle vient sous un nom inattendu des lointaines origines de la science, comme par exemple l'harmonica chimique, la classe est attentive aux événements. Elle omet seulement de regarder les phénomènes essentiels. Elle entend les beuglements de la flamme, elle n'en voit pas les stries. S'il se produit quelque accident, triomphe du singulier, l'intérêt est à son comble. Par exemple, pour illustrer la théorie des radicaux en chimie minérale, le professeur a fait de l'iodure d'ammonium en passant plusieurs fois de l'ammoniac sur un filtre couvert de paillettes d'iode. Le papier séché, avec précaution, explose ensuite au moindre froissement, tandis que s'écarquillent les yeux des jeunes élèves. Un professeur de chimie psychologue pourra alors se rendre compte du caractère impur de l'intérêt des élèves pour l'explosion, surtout quand la matière explosive est obtenue si facilement. Il semble que toute explosion suggère chez l'adolescent la vague intention de nuire, d'effrayer, de détruire. J'ai interrogé bien des personnes sur leurs souvenirs de classe. À peu près une fois sur deux, j'ai retrouvé le souvenir de l'explosion en chimie. La plupart du temps, les causes objectives étaient oubliées. Mais l'on se rappelait la tête du professeur, la frayeur d'un voisin timide. Jamais la frayeur du narrateur n'était évoquée. Tous ces souvenirs, par leur alacrité, désignaient assez la volonté de puissance refoulée, les tendances anarchiques et sataniques, le besoin d'être maître des choses pour opprimer les gens. Quant à la formule de l'iodure d'ammonium et à la théorie si importante des radicaux que cet explosif illustre, elle n'entre point, est-il besoin de le dire, dans le bagage d'un homme cultivé, fût-ce par le moyen d'intérêt très spécial que suscite son explosion. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir les jeunes gens s'attacher aux expériences dangereuses. Dans leurs récits à leur famille, un grand nombre d'élèves exagèrent les dangers qu'ils ont courus au laboratoire. Bien des doigts sont jaunis avec une savante maladresse. Les blouses sont percées par l'acide sulfurique avec une étrange fréquence. Il faut bien en penser vivre le roman de la victime de la science. Bien des vocations de chimistes commencent par un accident. Le jeune Liebig, mis en apprentissage à 15 ans, chez un pharmacien, est bientôt renvoyé. Au lieu de pilules, il fabriquait du fulminate de mercure. Les fulminates firent d'ailleurs bientôt l'objet d'un de ses premiers travaux scientifiques. Faut-il voir dans ce choix un intérêt purement objectif ? La patience dans la recherche est-elle suffisamment expliquée par une cause psychologique occasionnelle ? Dans Le Fils de la Servante, qui est par bien des côtés une autobiographie, Auguste Strindberg nous donne ce souvenir d'adolescent. Pour avoir sa revanche dans la maison où on le raillait de sa malheureuse expérience, il prépara des gaz fulminants. Strindberg fut d'ailleurs longtemps obsédé par le problème chimique. Dans l'interview d'un professeur contemporain, Pierre Devaux écrit « Il eut comme tous les chimistes en herbe la passion des explosifs, des poudres chloratées, des mèches de bombes fabriquées avec un lacet de souliers. Parfois de telles impulsions déterminent de belles vocations. On le voit du reste dans les exemples précédents, mais le plus souvent l'expérience violente se suffit à elle-même et donne des souvenirs indûment valorisés. » En résumé, dans l'enseignement élémentaire, les expériences trop vives, trop imagées,
sont des centres de faux intérêts. On ne saurait trop conseiller aux professeurs d'aller sans cesse de la table d'expérience au tableau noir, pour extraire aussi vite que possible l'abstrait du concret. Il reviendra à l'expérience mieux outillée pour dégager les caractères organiques du phénomène. L'expérience est faite pour illustrer un théorème. Les réformes de l'enseignement secondaire en France, dans ces 10 dernières années, en diminuant la difficulté des problèmes de physique, en instaurant même dans certains cas un enseignement de la physique sans problème, tout en question orale, méconnaissent le sens réel de l'esprit scientifique. Mieux vaudrait une ignorance complète qu'une connaissance privée de son principe fondamental. Sans la mise en forme rationnelle de l'expérience que détermine la position d'un problème, sans ce recours constant à une construction rationnelle bien explicite, on laissera se constituer une sorte d'inconscient de l'esprit scientifique, qui demandera ensuite une lente et pénible psychanalyse pour être exorcisée. Comme le note M. Édouard Leroy en une belle et dense formule, la connaissance commune est inconscience de soi. Mais cette inconscience peut saisir aussi des pensées scientifiques. Il faut alors réanimer la critique et ramener la connaissance au contact des conditions qui lui ont donné naissance. Revenir sans cesse à cet état naissant, qui est l'état de vigueur psychique, au moment même où la réponse est sortie du problème. Pour qu'on puisse vraiment parler de rationalisation de l'expérience, il ne suffit pas qu'on trouve une raison pour un fait. La raison est une activité psychologique essentiellement polytrope. Elle veut retourner les problèmes, les varier, les greffer les uns sur les autres, les faire proliférer. Une expérience, pour être vraiment rationalisée, doit donc être insérée dans un jeu de raisons multiples. Une telle théorie de la rationalisation discursive est complexe, a contre elle les convictions premières, le besoin d'immédiate certitude, le besoin de partir du certain et la douce croyance en la réciproque que la connaissance d'où l'on est parti était certaine. Aussi qu'elle n'est pas notre mauvaise humeur quand on vient contredire nos connaissances élémentaires. Quand on vient toucher ce trésor puéril gagné par nos efforts scolaires, et quelle prompte accusation d'irrespect et de fatuité atteint celui qui porte le doute sur le ton d'observation des anciens. Dès lors, comment une affectivité si mal placée n'éveillerait-elle pas l'attention du psychanalyste ? Aussi, Jones nous paraît bien inspiré dans son examen psychanalytique des convictions premières indurées. Il faut examiner ces rationalisations prématurées, qui jouent dans la formation de l'esprit préscientifique, le rôle joué par les sublimations de la libido dans la formation artistique. Elles sont la marque d'une volonté d'avoir raison en dehors de toute preuve explicite, d'échapper à la discussion en se référant à un fait qu'on croit ne pas interpréter, alors même qu'on lui donne une valeur déclarative primordiale. Le P. Louis Castel disait fort bien « La méthode des faits, pleine d'autorité et d'empire, s'arroge un air de divinité qui tyrannise notre créance et impose à notre raison. Un homme qui raisonne, qui démontre même, me prend pour un homme, je raisonne avec lui. Il me laisse la liberté du jugement et ne me force que par ma propre raison. Celui qui crie « Voilà un fait !» me prend pour un esclave. Contre l'adhésion aux faits primitifs, la psychanalyse de la connaissance objective est particulièrement difficile. Il semble qu'aucune expérience nouvelle, qu'aucune critique ne puisse dissoudre certaines affirmations premières.
On concède tout au plus que les expériences premières peuvent être rectifiées et précisées par des expériences nouvelles, comme si l'observation première pouvait livrer autre chose qu'une occasion de recherche. Jones donne un exemple très pertinent de cette rationalisation trop rapide et mal faite, qui construit sur une base expérimentale sans solidité. L'usage courant de la valériane, à titre de médicament spécifique contre l'hystérie, nous fournit un exemple de mise en œuvre du mécanisme de rationalisation. Il convient de rappeler que l'asafétida et la valériane ont été administrés pendant des siècles, parce qu'on croyait que l'hystérie résultait des migrations de l'utérus à travers le corps. Et on attribuait à ces remèdes malodorants la vertu de pouvoir remettre l'organe dans sa position normale, ce qui devait avoir pour effet la disparition des syndromes hystériques. Bien que l'expérience n'ait pas confirmé cette manière de voir, on n'en continue pas moins de nos jours de traiter de la même manière la plupart des maladies hystériques. Il est évident que la persistance de l'emploi de ces remèdes résulte d'une acceptation aveugle d'une tradition profondément enracinée et dont les origines sont aujourd'hui complètement oubliées. Mais la nécessité d'expliquer aux étudiants les raisons de l'emploi des substances en question a conduit les neurologistes à les décorer du nom d'antipasmodiques et à expliquer leur action d'une façon quelque peu raffinée, qui est la suivante. Un des éléments constitutifs de la valériane, l'acide valérianique, a reçu le nom de principe actif et est administré, généralement, sous la forme d'un sel de zinc, enrobé dans du sucre destiné à masquer son goût désagréable. Quelques autorités modernes, au courant des origines de ce traitement, proclament leur admiration devant le fait que les anciens, malgré leur fausse conception de l'hystérie, avaient pu découvrir une méthode de traitement aussi précieuse, tout en donnant de son action une explication absurde. Cette rationalisation persistante d'un processus dont on sait cependant qu'il a été autrefois irrationnel s'observe fréquemment. De cette page scientifique, il nous paraît très instructif de rapprocher une page littéraire, née de la rêverie d'un auteur étrange et profond. Dans Axel Borg, August Strindberg prétend lui aussi guérir l'hystérie. Il est conduit à utiliser l'asafétida par une suite de réflexions qui n'ont évidemment aucun sens objectif et qui doivent être interprétées du seul point de vue subjectif. Cette femme se sentait malade de corps, sans l'être directement. Il se composa donc une série de médicaments dont le premier devait susciter un réel malaise physique, ce qui forcerait la patiente à quitter l'état d'âme maladif et localiserait simplement le mal dans le corps. Dans ce but, il prit dans sa pharmacie domestique les plus repoussantes de toutes les drogues, l'asafétida, et la jugeant plus apte qu'aucune autre à faire naître un état de malaise général, il en prit une dose assez forte pour pouvoir produire de véritables convulsions. C'est-à-dire que tout l'être physique devait se soulever, se révolter contre cette substance étrangère et que toutes les fonctions de l'âme concentreraient leurs forces pour la repousser. Par suite, les souffrances imaginaires seraient oubliées. Ensuite, il ne s'agirait plus que de provoquer des transitions de l'unique sensation rebutante à travers d'autres plus faibles, jusqu'à parfaite libération, en remontant par degrés une gamme de remèdes rafraîchissants, balsamiques, amollissants, apaisants, de réveiller un complet sentiment de bien-être, comme après des peines et des dangers subis qu'il est doux de se rappeler. Il s'habilla d'une jaquette de cachemire blanc. Nous voudrions avoir le loisir de psychanalyser tout le long récit de Strindberg, qui nous permettrait d'étudier en curieux mélange d'a priori subjectifs de valeurs soi-disant objectives. Mais dans cette page, les valeurs affectives apparaissent avec une telle évidence que nous n'avons pas besoin de les souligner. Nous saisissons donc bien, soit chez les savants, soit chez les rêveurs, les mêmes procédés de démonstrations impures.
Nous ne saurions trop engager nos lecteurs à rechercher systématiquement des convergences scientifiques, psychologiques, littéraires. Qu'on arrive au même résultat par des rêves ou par des expériences, c'est pour nous la preuve que l'expérience n'est qu'un rêve. Le simple apport d'un exercice littéraire parallèle réalise déjà une psychanalyse d'une connaissance objective. Cependant, la rationalisation immédiate et fautive d'un phénomène incertain serait peut-être plus visible sur des exemples plus simples. Est-il vrai que les feux follets disparaissent vers minuit ? Avant qu'on authentifie le fait, on l'explique. Un auteur sérieux, Saury, écrit en 1780. Cette disparition vient peut-être de ce que le froid étant alors plus grand, les exhalaisons qui produisent les feux follets sont alors trop condensées pour se soutenir dans l'air. Peut-être sont-elles aussi dépouillées d'électricité, ce qui les empêche de fermenter, de produire de la lumière et les fait retomber sur terre. Les feux follets tentent-ils de poursuivre la personne qui tente de les fuir ? C'est alors qu'ils sont poussés par l'air, qui vient remplir l'espace que cette personne laisse derrière elle. On voit clairement que dans toutes ces rationalisations imprudentes, la réponse est beaucoup plus nette que la question. Mieux, la réponse est donnée avant qu'on éclaircisse la question. Cela nous justifie peut-être de dire que le sens du problème est caractéristique de l'esprit scientifique. Enfin, si nous parvenions à prendre, à propos de toute connaissance objective, une juste mesure de l'empirisme d'une part et du rationalisme d'autre part, nous serions étonnés de l'immobilisation de la connaissance produite par une adhésion immédiate à des observations particulières. Nous verrions que dans la connaissance vulgaire, les faits sont trop tôt impliqués dans des raisons. Du fait à l'idée, le circuit est trop court. On croit pouvoir s'en tenir aux faits. On dit volontiers que les anciens ont pu se tromper sur l'interprétation des faits, mais que du moins ils ont vu et bien vu les faits. Or, il faut pour qu'un fait soit défini et précisé un minimum d'interprétation. Si cette interprétation minima correspond à une erreur fondamentale, que reste-t-il du fait ? Évidemment, quand il s'agit d'un fait défini en quelque sorte extrinsèquement, dans un domaine manifestement étranger à son essence, cette pauvre définition qui n'engage à rien pourra ne pas être fautive. Elle n'est pas assez organique pour cela. Par exemple, s'il s'agit de voir, de dire et de répéter que l'ambre frottée attire les corps légers. Cette action mécanique, toute extrinsèque à l'égard des lois électriques cachées, donnera sans doute l'occasion d'une observation exacte, à condition encore qu'on ne mette aucune valeur sous le vocable attraction. Mais cette observation exacte sera une expérience fermée. On ne devra guère s'étonner qu'elle traverse de longs siècles sans fructifier, sans susciter des expériences de variation. 6. On commettrait d'ailleurs une grave erreur si l'on pensait que la connaissance empirique peut demeurer dans le plan de la connaissance rigoureusement assertorique, en se cantonnant dans la simple affirmation des faits. Jamais la description ne respecte les règles de la saine platitude. Buffon lui-même a désiré cette expression prudemment plate dans les livres scientifiques. Il s'est fait gloire d'écrire avec uniformité, sans éclat, en laissant aux objets leurs aspects directs. Mais cette volonté si constante de simplicité a des accidents. Soudain, un mot retentit en nous et trouve un écho trop prolongé dans des idées anciennes et chères. Une image s'illumine et nous convainc,
avec brusquerie, d'un seul coup, en bloc. En réalité, le mot grave, le mot clé n'entraîne que la conviction commune. Conviction qui relève du passé linguistique, ou de la naïveté des images premières plus que de la vérité objective, comme nous le montrerons dans un chapitre ultérieur. Toute description est aussi noyautée, autour de centres trop lumineux. La pensée inconsciente s'agglomère autour de ces noyaux et ainsi l'esprit s'introvertit et s'immobilise. Buffon a bien reconnu la nécessité de maintenir les esprits en suspens pour une adhésion future à une connaissance réflexive. L'essentiel est de leur meubler la tête d'idées et de faits, de les empêcher, s'il est possible, d'en tirer trop tôt des raisonnements et des rapports. Mais Buffon vise surtout un déficit d'information. Il ne voit pas la déformation quasi immédiate que reçoit une connaissance objective interprétée par l'inconscient, agglomérée autour des noyaux d'inconscience. Il croit que sur une base empirique trop étroite, l'esprit s'épuise en fausses combinaisons. En réalité, la puissance de rapprochement n'a pas sa source à la surface, sur le terrain même de l'observation. Elle jaillit des réactions les plus intimes. Les tables baconiennes ne désignent pas directement une réalité majorée. Il ne faut pas oublier que les instances, avant d'être cataloguées, sont cherchées. Elles sont donc les résultats d'idées de recherche plus ou moins sourdes, plus ou moins valorisées. Avant d'enseigner à décrire objectivement, il aurait donc fallu psychanalyser l'observateur, mettre soigneusement au jour les explications irrationnelles refoulées. Il suffira de lire les parties de l'œuvre de Buffon où l'objet ne se désigne pas naturellement à l'observateur, pour reconnaître l'influence des concepts préscientifiques à noyau inconscient. C'est dans ses recherches sur les minéraux que cette remarque pourra le plus nettement s'illustrer. On y verra en particulier une sorte de hiérarchie des minéraux, en contradiction flagrante avec les prétentions de plat empirisme. On pourra alors relire l'histoire naturelle de Buffon d'un œil plus perspicace, en observant l'observateur, en adoptant l'attitude d'un psychanalyste à l'affût des raisons irraisonnées. On comprendra que les portraits des animaux, marqués au signe d'une fausse hiérarchie biologique, sont chargés des traits imposés par la rêverie inconsciente du narrateur. Le lion est le roi des animaux, parce qu'il convient à un partisan de l'ordre que tous les êtres, fussent les bêtes, aient un roi. Le cheval reste noble dans sa servitude parce que Buffon, dans ses fonctions sociales, veut rester un grand seigneur. 7. Mais pour bien prouver que ce qu'il y a de plus immédiat dans l'expérience première, c'est encore nous-mêmes, nos sourdes passions, nos désirs inconscients, nous allons étudier un peu longuement certaines rêveries touchant la matière. Nous essaierons d'en montrer les bases affectives et le dynamisme tout subjectif. Pour faire cette démonstration, nous étudierons ce que nous appellerons le caractère psychologiquement concret de l'alchimie. L'expérience alchimique, plus que toute autre, est double. Elle est objective, elle est subjective. C'est sur les vérifications subjectives, immédiates et directes, que nous allons ici attirer l'attention. Nous aurons ainsi donné un exemple un peu développé des problèmes que devrait se poser une psychanalyse de la connaissance objective. Dans d'autres chapitres de cet ouvrage, nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur la question pour dégager l'influence de passions particulières sur le développement de l'alchimie. La condamnation de l'alchimie a été portée par des chimistes et par des écrivains. Au XIXe siècle, tous les historiens de la chimie se sont plu à reconnaître la fureur expérimentale des alchimistes. Ils ont rendu hommage à quelques-unes de leurs découvertes positives. Enfin, ils ont montré que la chimie moderne était sortie lentement du laboratoire des alchimistes. Mais à lire les historiens, il semble que les faits se soient péniblement imposés malgré les idées, sans qu'on donne jamais une raison et une mesure de cette résistance. Les chimistes du XIXe siècle, animés par l'esprit positif, ont été entraînés à un jugement sur la valeur objective,
jugement qui ne tient aucun compte de la cohésion psychologique remarquable de la culture alchimiste. D'un côté des littérateurs, de Rabelais à Montesquieu, le jugement est encore plus superficiel. L'alchimiste est représenté comme un esprit dérangé, au service d'un cœur avide. Finalement, l'histoire savante et le récit pittoresque nous dépeignent une expérience fatalement malheureuse. Nous imaginons l'alchimiste ridicule, comme un vaincu. Il est pour nous l'amant jamais comblé d'une chimère. Une interprétation aussi négative devrait cependant éveiller nos scrupules. Nous devrions au moins nous étonner que des doctrines si vaines puissent avoir une si longue histoire, qu'elles puissent continuer à se propager au cours même du progrès scientifique jusqu'à nos jours. En fait, leur persistance au XVIIIe siècle n'a pas échappé à la perspicacité de M. Mornay. M. Constantin Bilat a consacré sa thèse à en suivre aussi l'action dans la vie littéraire du XVIIIe siècle. Mais il n'y voit qu'une mesure de la crédulité des adeptes et de la rouerie des maîtres. On pourrait cependant poursuivre cet examen tout le long du XIXe siècle. On verrait l'attrait de l'alchimie sur des âmes nombreuses, à la source d'œuvres psychologiquement profondes comme l'œuvre de Villiers de l'Isle-Adam. Le centre de résistance doit donc être plus caché que ne l'imagine le rationalisme naïf. L'alchimie doit avoir dans l'inconscient des sources plus profondes. Pour expliquer la persistance des doctrines alchimiques, certains historiens de la franc-maçonnerie, tout férus de mystère, ont dépeint l'alchimie comme un système d'initiation politique, d'autant plus caché, d'autant plus obscur, qu'il paraissait avoir dans l'œuvre chimique un sens plus manifeste. Ainsi, M. G. Kolpaczki, dans un intéressant article sur l'alchimie et la franc-maçonnerie, écrit, ouvrez les guillemets, « Il y avait donc derrière une façade purement alchimique, ou chimique très réelle, un système initiatique non moins réel. Ce système initiatique se retrouve à la base de tout ésotérisme européen, à partir du XIe siècle. Par conséquent, à la base de l'initiation rosicrucienne et à la base de la franc-maçonnerie, fermez les guillemets. » Mais cette interprétation, encore que M. Kolpaczki reconnaisse que l'alchimie n'est pas simplement une immense mystification destinée à tromper les autorités ecclésiastiques, reste trop intellectualiste. Elle ne peut nous donner une vraie mesure de la résistance psychologique de l'obstacle alchimique devant les attaques de la pensée scientifique objective. Après toutes ces tentatives d'explication qui ne tiennent pas compte de l'opposition radicale de l'alchimie à l'alchimie, après toutes ces tentatives d'explication qui ne tiennent pas compte de l'opposition radicale de la chimie à l'alchimie, il faut donc en venir à examiner des conditions psychologiques plus intimes, pour expliquer un symbolisme aussi puissant, aussi complet, aussi durable. Ce symbolisme ne pouvait se transmettre comme de simples formes allégoriques, sans recouvrir une réalité psychologique incontestable. Précisément, d'une manière générale, le psychanalyste Jones a montré que le symbolisme ne s'enseigne pas comme une simple vérité objective. Pour être enseigné, il faut qu'un symbolisme s'attache à des formes symbolisantes, qui préexistent dans l'inconscient. On peut dire avec Jones que chacun recrée le symbolisme avec les matériaux dont il dispose, et que la stéréotypie tient à l'uniformité de l'esprit humain quant aux tendances particulières qui forment la source du symbolisme, c'est-à-dire de l'uniformité des intérêts fondamentaux et permanents de l'humanité. C'est contre cette stéréotypie d'origine affective et non pas perspective que l'esprit scientifique doit agir. Examinée au foyer de la conviction personnelle, la culture de l'alchimiste se révèle alors comme une pensée clairement achevée, qui reçoit tout le long du cycle expérimental des confirmations psychologiques bien révélatrices de l'intimité et de la solidité de ces symboles. En vérité, l'amour d'une chimère est le plus fidèle des amours.
Pour bien juger du caractère complet de la conviction de l'alchimie, nous ne devons pas perdre de vue que la doctrine philosophique, qui affirme la science comme essentiellement inachevée, est d'inspiration moderne. Il est moderne aussi ce type de pensée en attente, de pensée se développant en partant d'hypothèses longtemps tenues en suspicion et qui restent toujours révocables. Au contraire, dans les âges pré-scientifiques, une hypothèse s'appuie sur une conviction profonde. Elle illustre un état d'âme. Ainsi, avec son échelle de symboles, l'alchimie est un memento pour un ordre de méditation intime. Ce ne sont pas les choses et les substances qui sont mises à l'essai, ce sont les symboles psychologiques correspondant aux choses. Ou mieux encore, les différents degrés de la symbolisation intime dont on veut éprouver la hiérarchie. Il semble en effet que l'alchimiste symbolise de tout son être, de toute son âme, avec son expérience du monde des objets. Par exemple, après avoir rappelé que les cendres gardent toujours la marque de leur origine substantielle, Becker fait ce souhait singulier, qui est d'ailleurs encore enregistré par l'encyclopédie à l'article Cendres. Plût à Dieu que j'eusse des amis qui me rendissent ce dernier devoir, qui, dis-je, convertissent un jour mes os secs et épuisés par de longs travaux en une substance diaphane, que la plus longue suite des siècles ne saurait altérer, et qui conserve sa couleur générique, non la verdure des végétaux, mais cependant la couleur de l'air du tremblant narcisse, ce qui pourrait être exécuté en peu d'heures. Fermez les guillemets. Libre à un historien de la chimie positive de voir là surtout une expérience de chimie plus ou moins claire sur le phosphate de calcium. Ou comme le disait un auteur du XVIIIe siècle, sur le ver animal. Bon, nous croyons que le souhait de Becker a une autre tonalité. C'est plus que les biens terrestres que poursuivent ces rêveurs, c'est le bien de l'âme. Sans cette inversion de l'intérêt, on juge mal le sens et la profondeur de la mentalité alchimique. Dès lors, si l'action matérielle attendue venait à manquer, cet accident opératoire ne ruinerait pas la valeur psychologique de la tension qu'est cette attente. On n'hésiterait guère à négliger cette expérience matérielle malheureuse. Les forces de l'espérance resteraient intactes, car la vive conscience de l'espérance est déjà une réussite. Il n'en va naturellement plus de même pour l'esprit scientifique. Pour lui, un échec matériel est aussitôt un échec intellectuel, puisque l'empirisme scientifique, même le plus modeste, se présente comme impliqué dans une contexture d'hypothèses rationnelles. L'expérience de physique de la science moderne est un cas particulier d'une pensée générale, le moment particulier d'une méthode générale. Elle est libérée du besoin de la réussite personnelle dans la mesure précisément où elle a été vérifiée par la cité savante. Toute la science dans son intégralité n'a pas besoin d'être éprouvée par le savant. Mais qu'arrive-t-il quand l'expérience dément la théorie ? On peut alors s'acharner à refaire l'expérience négative. On peut croire qu'elle n'est qu'une expérience manquée. Ce fut le cas pour Michelson, qui reprit si souvent l'expérience qui devait selon lui montrer l'immobilité de l'éther. Mais enfin, quand l'échec de Michelson est devenu indéniable, la science a dû modifier ses principes fondamentaux. Ainsi prit naissance la science relativiste. Qu'une expérience d'alchimie ne réussisse pas, on en conclut tout simplement qu'on n'a pas mis en expérience la juste matière, les germes requis, ou même que les temps de la production ne sont pas encore arrivés. On pourrait presque dire que l'expérience alchimique se développe dans une durée bergsonienne, dans une durée biologique et psychologique. Un œuf qui n'a pas été fécondé n'éclot pas. Un œuf mal couvé ou couvé sans continuité se corrompt. Une teinture éventée perd son mordant et sa force générante. Il faut à chaque être, pour qu'il croisse, pour qu'il produise, son juste temps,
sa durée concrète, sa durée individuelle. Dès lors, quand on peut accuser le temps qui languit, la vague ambiance qui manque à mûrir, la molle poussée intime qui paraisse, on a tout ce qu'il faut pour expliquer par l'interne les accidents de l'expérience. Mais il y a une façon encore plus intime d'interpréter l'échec matériel d'une expérience alchimique. C'est de mettre en doute la pureté morale de l'expérimentateur. Manquer à produire le phénomène attendu en s'appuyant sur les justes symboles, ce n'est pas un simple échec, c'est un déficit psychologique, c'est une faute morale. C'est le signe d'une méditation moins profonde, d'une lâche détente psychologique, d'une prière moins attentive, moins fervente. Comme l'a très bien dit Hitchcock, en des ouvrages trop ignorés, dans les travaux des alchimistes, il s'agit bien moins de manipulation que de complications. Comment l'alchimiste purifierait-il la matière sans purifier d'abord son âme ? Comment l'ouvrier entrerait-il tout entier, comme le veulent les prescriptions des maîtres, dans le cycle de l'ouvrage, s'il se présentait avec un corps impur, avec une âme impure, avec un cœur avide? Il n'est pas rare de trouver, sous la plume d'un alchimiste, une diatribe contre l'or. Le Philalèthe écrit « Je méprise et je déteste, avec raison, cette idolâtrie de l'or et de l'argent. Et j'ai même de l'aversion pour l'or, l'argent et les pierres précieuses. Non pas comme créatures de Dieu, je les respecte à ce titre, mais parce qu'elles servaient à l'idolâtrie des Israélites, aussi bien que du reste du monde. Souvent, l'alchimiste devra, pour réussir son expérience, pratiquer de longues austérités. Un Faust, hérétique et pervers, a besoin de l'aide du démon pour assouvir ses passions. Au contraire, un cœur honnête, une âme blanche, animée de forces saines, réconciliant sa nature particulière et la nature universelle, trouvera naturellement la vérité. Il la trouvera dans la nature parce qu'il la sent en lui-même. La vérité du cœur et la vérité du monde. Jamais les qualités d'abnégation, de probité, de patience, de méthode scrupuleuse, de travail acharné n'ont été si intimement intégrées au métier que dans l'ère alchimique. Il semble que de nos jours, l'homme de laboratoire puisse plus facilement se détacher de sa fonction. Il ne mêle plus sa vie sentimentale à sa vie scientifique. Son laboratoire n'est plus dans sa maison, dans son grenier, dans sa cave. Il le quitte le soir comme on quitte un bureau, et il retourne à la table de famille où l'attendent d'autres soucis, d'autres joies. Selon nous, en passant en revue tous les conseils qui abondent dans la pratique alchimique, en les interprétant comme il semble qu'on puisse toujours le faire dans leur ambivalence objective et subjective, on arriverait à constituer une pédagogie plus proprement humaine, par certains côtés, que la pédagogie purement intellectualiste de la science positive. En effet, l'alchimie tout bien considérée n'est pas tant une initiation intellectuelle qu'une initiation morale. Aussi, avant de la juger du point de vue objectif, sur les résultats expérimentaux, il faut la juger du point de vue subjectif, sur les résultats moraux. Cet aspect n'a pas échappé à Madame Hélène Metzger qui écrit à propos de Van Helmont. Cette interprétation de la pensée de Van Helmont n'apparaîtra pas comme étrange si l'on se souvient que notre philosophe ne considérait le travail de laboratoire, aussi bien que les prières et les jeûnes, que comme une préparation à l'illumination de notre esprit. Ainsi, au-dessus de l'interprétation matérialiste de l'alchimie, doit trouver place une psychanalyse anagogique de l'alchimiste. Cette illumination spirituelle et cette initiation morale ne constituent pas une simple propédeutique qui doit aider à des progrès futurs positifs. C'est au travail même, dans les lentes et douces manœuvres des matières, dans les dissolutions et les cristallisations alternatives, comme le rythme des jours et des nuits, que se trouvent les meilleurs thèmes de la contemplation morale, les plus clairs symboles d'une échelle de perfection intime.
La nature peut être admirée en extension, dans le ciel et la terre. La nature peut être admirée en compréhension, dans sa profondeur, dans le jeu de sa mutation substantielle. Mais cette admiration en profondeur, comme elle est de toute évidence solidaire d'une intimité méditée. Tous les symboles de l'expérience objective se traduisent immédiatement en symboles de la culture subjective. Infinie simplicité d'une intuition pure. Le soleil joue et rit sur la surface d'un vase d'étain. Le jovial étain, coordonné à Jupiter, est contradictoire comme un dieu. Il absorbe et réfléchit la lumière. Sa surface est opaque et polie, claire et sombre. L'étain est une matière terne qui jette soudain un bel éclat. Il ne faut pour cela qu'un rayon bien placé, qu'une sympathie de la lumière, alors il se révèle. N'est-ce pas là pour un Jacob bohème, comme le dit si bien M. Coiré, un livre auquel il faut toujours revenir pour comprendre le caractère intuitif et prenant de la pensée symbolique. N'est-ce pas là le vrai symbole de Dieu, de la lumière divine, qui, pour se révéler et se manifester, avait besoin d'un autre, d'une résistance, d'une opposition, qui, pour tout dire, avait besoin du monde pour s'y réfléchir, s'y exprimer, s'y opposer, s'en séparer. Si la contemplation d'un simple objet, d'un vase oublié au rayon du couchant, nous procure tant de lumière sur Dieu et sur notre âme, combien plus détaillée et plus évocatrice sera la contemplation des phénomènes successifs dans les expériences précises de la transmutation alchimique. Ainsi comprise, la déduction des symboles ne se déroule plus sur un plan logique ou expérimental, mais bien sur le plan de l'intimité, toute personnelle. Il s'agit bien moins de prouver que d'éprouver. Qui saura jamais ce qu'est une renaissance spirituelle et quelle valeur de purification a toute renaissance s'il n'a dissous un sel grossier dans son juste mercure et s'il ne l'a rénové en une cristallisation patiente et méthodique, en épiant la première moire cristalline avec un cœur anxieux? Alors retrouver l'objet, c'est vraiment retrouver le sujet. C'est se retrouver à l'occasion d'une renaissance matérielle. On avait la matière dans le creux de la main. Pour qu'elle soit plus pure et plus belle, on l'a plongée dans le sein perfide des acides. On a risqué son bien. Un jour, l'acide adouci a rendu le cristal. Toute l'âme est en fait pour le retour du fils prodigue. Le psychanalyste Herbert Silberer a montré ainsi, en 1000 remarques d'une singulière pénétration, la valeur morale des différents symboles alchimiques. Il est frappant que toutes les expériences alchimiques se laissent interpréter de deux manières, chimiquement et moralement. Mais alors une question surgit. Où est l'or? Dans la matière ou dans le cœur? Aussitôt, comment hésiter sur la valeur dominante de la culture alchimique? L'interprétation des écrivains qui dépeignent l'alchimiste à la recherche de la fortune est un non-sens psychologique. L'alchimie est une culture intime. C'est dans l'intimité du sujet, dans l'expérience psychologiquement concrète, qu'elle trouve la première leçon magique. Comprendre ensuite que la nature opère magiquement, c'est appliquer au monde l'expérience intime. Il faut passer par l'intermédiaire de la magie spirituelle, où l'être intime éprouve sa propre ascension, pour comprendre la valorisation active des substances primitivement impures et souillées. Un alchimiste, cité par Silberer, rappelle qu'il ne fit de progrès importants dans son art que le jour où il s'aperçut que la nature agit magiquement. Mais c'est là une découverte tardive. Il faut la mériter moralement pour qu'elle éblouisse, après l'esprit, l'expérience. Cette magie n'est pas une thaumaturgie. La lettre ne commande pas l'esprit. Il faut une adhésion du cœur, non des lèvres.
et toutes les plaisanteries faciles sur les mots kabbalistiques que murmurait l'expérimentateur méconnaissant, précisément l'expérience psychologique qui accompagnait l'expérience matérielle. L'expérimentateur se donne tout entier, et lui d'abord. Silberer remarque encore que ce qui doit être semé dans la terre nouvelle est appelé habituellement amour. L'alchimie règne dans un temps où l'homme aime plus la nature qu'il ne l'utilise. Ce mot amour entraîne tout. Il est le mot de passe entre l'ouvrage et l'ouvrier. On ne peut sans douceur et sans amour étudier la psychologie des enfants. Exactement dans le même sens, on ne peut, sans douceur et sans amour, étudier la naissance et le comportement des substances chimiques. Brûler d'un tendre amour est à peine une image pour qui sait chauffer un mercure à feu doux. Lenteur, douceur, espoir, voilà la secrète force de la perfection morale et de la transmutation matérielle. Comme le dit Hitchcock, le grand effet de l'amour est de tourner toute chose en sa propre nature, qui est toute bonté, toute douceur et toute perfection. C'est cette puissance divine qui change l'eau en vin, le chagrin et l'angoisse en joie exultante et triomphante. Fermez les guillemets. Si l'on accepte ces images d'un amour plus sacré que profane, on ne s'étonnera plus que la Bible ait été un ouvrage de pratique constante dans les laboratoires des alchimistes. On pourrait sans peine trouver, dans les paroles des prophètes, des milliers d'exemples où le plomb, la terre, l'or, le ciel disent les vertus et les vices des hommes. L'alchimie n'a fait souvent que codifier cette homologie. En effet, tous les degrés de la transmutation magique et matérielle apparaissent à certains comme homologues au degré de la contemplation mystique. Dans le Rosarium de Johannes d'Ostenius, les 7 degrés sont l'objet de la description suivante. Et de la sorte, le corps, 1, est cause que l'eau se conserve, l'eau, 2, est cause que l'huile se conserve et qu'elle ne s'allume pas au-dessus du feu, et l'huile 3 est cause que la teinture est fixée, la teinture 4 est cause que les couleurs apparaissent, la couleur 5 est cause que la blancheur se montre et la blancheur 6 est cause que tout ce qui est fugace, 7 est fixe, c'est et cesse d'être fugace. Il en est absolument de même quand Bonaventure décrit Septem gradus contemplationis et David d'Augsbourg les 7 échelons de la prière. Bem connaît 7 Kelgeister. Fermez les guillemets. Ces échelles homologues nous indiquent assez clairement qu'une idée de valeur est associée aux produits successifs des manipulations alchimiques. Par la suite, nous aurons bien des occasions de montrer que toute valorisation dans l'ordre de la connaissance objective doit donner lieu à une psychanalyse. Ce sera un des thèmes principaux de cet ouvrage. Pour l'instant, nous n'avons à retenir que le caractère direct et immédiat de cette valorisation. Elle est faite de l'adhésion passionnée à des idées premières qui ne trouvent dans le monde objectif que des prétextes. Dans ce long paragraphe, nous avons tenu à totaliser les caractères psychologiques et les prétextes plus ou moins objectifs de la culture alchimique. Cette masse totalisée nous permet en effet de bien comprendre ce qu'il y a de trop concret, de trop intuitif, de trop personnel dans une mentalité pré-scientifique. Un éducateur devra donc toujours penser à détacher l'observateur de son objet, à défendre l'élève contre la masse d'affectivité qui se concentre sur certains phénomènes trop rapidement symbolisés et en quelque manière trop intéressants. De tels conseils ne sont peut-être pas aussi dépourvus d'actualité qu'il semblerait à première vue. Quelquefois, en enseignant la chimie, j'ai eu l'occasion de suivre les traînées d'alchimie qui cheminent encore dans de jeunes esprits. Par exemple, tandis que je faisais durant une matinée d'hiver de l'amalgame d'ammonium, du beurre d'ammonium, comme disait encore mon vieux maître, tandis que je pétrissais le mercure foisonnant, je lisais des passions dans les yeux attentifs. Devant cet intérêt pour tout ce qui foisonne et grandit, pour tout ce qu'on pétrit,
Je me souvenais de ces anciennes paroles d'Irénée Philatète. Réjouissez-vous donc si vous voyez votre matière s'enfler comme de la pâte, parce que l'esprit de vie y est enfermé et dans son temps, par la permission de Dieu, il rendra la vie au cadavre. Il m'a semblé aussi que la classe était d'autant plus heureuse de ce petit roman de la nature qu'il finit bien en restituant au Mercure, si sympathique aux élèves, son aspect naturel, son mystère primitif. Ainsi, dans la classe de chimie moderne comme dans l'atelier de l'alchimiste, l'élève et l'adepte ne se présentent pas de prime abord comme de purs esprits. La matière elle-même ne leur est pas une raison suffisante de calme objectivité. Au spectacle des phénomènes les plus intéressants, les plus frappants, l'homme va naturellement avec tous ses désirs, avec toutes ses passions, avec toute son âme. On ne doit donc pas s'étonner que la première connaissance objective soit une première erreur.